Salut les apprentis chimistes, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose un extrait de problème de concours en lien avec le récent prix Nobel de chimie sur l'organocatalyse asymétrique. Au passage, j'ai déjà fait une vidéo sur l'organocatalyse asymétrique, donc vous trouverez le lien en description de la vidéo et en fiche. Alors, l'extrait de problème que je prends, on va mettre la barre un petit peu haut, il sort d'un sujet d'ENS, épreuve B de l'ULM. Donc voilà, il est un petit peu costaud et on va prendre un morceau et se le faire ensemble. Alors je rappelle sur l'utilisation de la vidéo lorsqu'il y a des exercices, parce que parfois certains ne pensent pas utiliser. De 1, vous pouvez mettre pause. De 2, il y a toujours les timecodes en description, ça veut dire que si vous voulez vous rendre directement à la question souhaitée, vous pouvez cliquer. Et de 3, quand vous avez déjà cherché tout l'exo et que vous le regardez vraiment en correction, ce que je vous recommande de faire, c'est-à-dire que regarder la vidéo sans avoir cherché, c'est pas utile, et bien je vous rappelle que vous pouvez multiplier la vitesse par 1,25 ou 1,5. Donc moi je vous recommande souvent le 1,25. Lorsqu'on a déjà cherché, ça me paraît adapté. Par contre, si vous êtes vraiment en mode découverte, c'est important de prendre le temps. Voilà, avant de démarrer cette petite vidéo, placement de produit. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un des plus grands grimoires de la chimie organique. J'adore ce bouquin et en fait j'ai fait une partie de mes études avec, quand j'avais passé notamment l'agrégation, le fameux livre Chimie organique de Claydon, qui est une bible vraiment incroyable. Et voilà, j'adore remettre le nez dedans. Donc c'est un petit placement de produit tout à fait assumé. Et donc je remercie les éditions The Book, car placement de produit veut dire soutien aussi du travail de création que je vous fournis en chimie sur le web. Et donc moi, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher mes bouquins préférés chez eux, ceux avec lesquels aussi j'ai fait une partie de mes études. Et comme ça, je peux vous en parler un petit peu. Donc ce Claydon, en fait, il prend une bonne partie de la chimie organique jusqu'à un niveau Master 1, Master 2. Donc là, vous pouvez vraiment, vous avez de quoi faire pour un moment avec ça. C'est vraiment un bouquin de grande qualité, il y a beaucoup de détails, mais en même temps, les explications sont relativement accessibles. C'est-à-dire que moi, ce qui me plaît dans ce livre, parce que des bibles de la chimie organique, j'en ai pratiqué pas mal, des gros bouquins vraiment de référence. Et je trouve que le Claydon, c'est certainement un des meilleurs, parce qu'il est ultra polyvalent dans le sens où il aborde tous les sujets dont vous avez besoin, sans non plus se noyer dans des détails extrêmement complexes. Ce qui le rend assez accessible. Donc moi, c'est vraiment un bouquin dans lequel j'adore remettre le nez, même encore aujourd'hui. Tiens, d'ailleurs, il y a un petit passage sur l'organocatalyse asymétrique, mais bref. Et la question, évidemment, toujours, c'est pour qui ce genre de livre? On est bien d'accord, vous allez regarder de toute façon, déjà, avant d'acheter un livre, chers amis, il faut vous rendre sur le site de The Book et vous avez un endroit où vous pouvez cliquer et vous allez pouvoir consulter le sommaire. Et en fait, le sommaire, même pas le début du bouquin, vous pouvez même lire un début de chapitre. Donc ça, c'est hyper bien parce qu'en fait, ça répond à votre question. Est-ce que le bouquin est fait pour moi? Vous allez voir quand même qu'il y a beaucoup de chapitres, que du coup, effectivement, ça va bien au-delà d'un niveau Bac+1, Bac+2. Donc moi, j'aurais tendance à le recommander pour des gens, peut-être plutôt à partir de début Bac+3, ou des professeurs, des gens qui veulent passer le CAPES, l'agrégation, etc. Donc si tu es étudiant en L1, L2 ou classe prépa, je dis pas que c'est pas un bon livre, je dis peut-être que c'est un petit peu tôt, et que si par exemple, après ta classe prépa, tu vas en école de chimie, par exemple, ça peut être un beau cadeau à t'offrir éventuellement. Si jamais tu demandes des bouquins de chimie pour Noël, après tout, pourquoi pas. Pour après le cursus qui va suivre, si jamais tu as envie de te lancer dans la chimie organique, effectivement, voilà, c'est vraiment un bel ouvrage. Maintenant, si tu es dans une optique, je suis en deuxième année de prépa ou je suis en L1, L2 et que je suis sur un programme ciblé sur les concours, etc., on va être d'accord, voilà, il y a des bouquins qui sont plus adaptés à ton besoin. Donc attention, je ne suis pas en train de vous dire achetez ce livre aveuglément. Et voilà. Mais encore une fois, vous pourrez vous faire un avis en allant consulter les premières pages de l'ouvrage sur le site, lien en description comme d'habitude. Je pense que j'ai assez parlé, donc maintenant, place au problème. Vous allez voir, c'est du costaud et comme d'hab, l'énoncé est en description, donc téléchargez-le avant de vous lancer. Et puis, bonne vidéo! C'est parti, donc première question, on nous demande de donner le nom et le mécanisme de cette réaction. Donc là, en fait, ce qu'on voit si on analyse la réaction, c'est qu'on a formation d'un cycle à 6 chaînons à partir ici d'une double liaison et d'un diène conjugué. Donc ça, en fait, ce qu'on identifie à gauche, c'est le diénophile. Et de l'autre côté, on a un diène conjugué. Donc là, c'est sans ambiguïté que normalement vous reconnaissez
immédiatement qu'il s'agit d'une réaction de Diels-Alder. La réaction de Diels-Alder, on dit aussi que c'est une cycloaddition 4 plus 2. 4 plus 2 parce qu'on a 4 électrons pi du côté du diène conjugué et 2 électrons pi du côté du diénophile. Et on peut même dire cycloaddition 4 plus 2 activée par voie thermique, parce qu'il y a aussi des réactions activées par voie photochimique. Mais là, je dépasse un petit peu les clous. Pour rappel, j'ai des vidéos avec tout le cours sur la réaction de Diels-Alder. Donc, je vous mets les liens en description si jamais vous dites « Oulala, déjà, je suis à la cave sur Diels-Alder ». Peut-être laisser tomber cet exo et aller d'abord voir le cours. J'ai mis quelques corrections d'exo en ligne, etc. Donc voilà, je vous mets des liens en bas et ensuite je vous laisse vous organiser, les chimistes. Quant au mécanisme de la réaction. Voilà, donc j'ai représenté les deux réactifs. Et donc pour le mécanisme, eh bien, c'est ce qu'on a dit, hein, c'est une cycloaddition 4 plus 2. Donc là, je vais avoir un mécanisme concerté avec déplacement des 3 doublets d'électrons pi, ce qui va permettre de former le cycle à 6 chaînons. Okay, donc si je donne une représentation plane à l'issue de cette cycloaddition, ben, je vais avoir le cycle à 6 chaînons, comme ceci. Donc là, j'ai l'aldéhyde. Ici, j'ai la double liaison. Et du coup, vous voyez, ce qui est l'azote, le CH2 avec le groupement CBZ, eh bien, ça va être... je vais le représenter par exemple comme ceci. Tac, tac, tac. Et là, CBZ. Bon, c'est pas très beau, mais vous avez compris l'idée. Donc là, j'ai donné une représentation plane. Maintenant, ce que vous devez avoir compris, mais je préfère l'expliciter, c'est que cette représentation plane ne décrit pas les stéréoisomères de configuration. Les stéréoisomères de configuration, ils sont ici. On voit qu'il y en a deux. Il y en a un qui est issu de l'approche endo, l'autre qui est issu de l'approche exo. Bref, ça, on en parlera après. Donc voilà pour le mécanisme. Et on nous demande quel autre régioisomère on aurait pu attendre. Eh bien, effectivement, là, si on reprend un petit peu la même histoire, sauf qu'on se dit, bah, on change un petit peu l'approche des réactifs, c'est-à-dire que je vais garder le groupement aldéhyde vers le bas ici, mais en revanche, pour le diène, je vais mettre la partie avec l'azote vers le haut. Eh bien, qu'est-ce que ça nous donne? Effectivement, ça change l'isomère de position obtenu. Donc, je vais le représenter. Hop. Donc, je ne suis pas obligé forcément de réécrire le mécanisme. Mais bon, je le fais rapidement, ça ne mange pas de pain. Et donc, dans ce cas-là, je vais faire en grand le cycle pour qu'on ne soit pas trop perdu. J'aurai l'azote, par exemple, qui est en haut, avec son groupement CBZ. Paf, et j'aurai ce composé-là. Donc, on a bien deux isomères de position possibles. Voilà, donc on a compris que celui-ci, c'était le majoritaire et qu'il existe sous forme de plusieurs stéréoisomères qui sont indiqués là. Alors, la question 3, on nous dit que les tableaux 2 et 3 que je viens de mettre ici nous donnent les énergies des orbitales pi de l'acroléine et de la 1,2-dihydropyridine 2. On a le nombre d'électrons, les coefficients, et on nous demande de donner une explication pour la régiosélectivité observée. Autrement dit, pourquoi on a formé le composé du haut et pas celui du bas. Bon, là, normalement, quand vous voyez cette question, je pense que c'est une évidence. Vous devez vous dire, ah bah oui, on va utiliser la théorie des orbitales frontalières. Donc, quelle est la démarche à suivre? Eh bien, la démarche à suivre, ça va être de commencer par faire un petit diagramme énergétique où on va placer les orbitales frontalières. Donc là, je vais mettre les énergies en électronvolts pour identifier l'interaction prépondérante. Et donc, à gauche, je vais mettre l'acroline 1, et puis à droite, bon, je vais le noter 2 directement, le composé 2. Là, on va travailler un peu sur les tableaux. Si je regarde la figure 2, je me dis, ok, j'ai l'acroléine, on me donne l'occupation. Donc, normalement, avec l'occupation, je vais prendre un surligneur. Je reconnais facilement que cette orbitale-là, l'orbitale 2, c'est la HO. OK. Et que l'orbitale 3, c'est la BV. Voilà. Et ensuite, je fais le même travail pour le composé 2. Je vois que la dernière orbitale occupée, la plus haute occupée, c'est la... Pardon. En bleu, je vais mettre la BV, donc la plus basse vacante. Et en rouge, la HO. Rappelez-vous, hein, quand vous disiez la méthode des orbitales frontalières, ça se fait toujours en 2 temps. Premier temps, j'analyse les énergies pour identifier l'interaction prépondérante. Une fois que je tiens cette interaction prépondérante, je vais regarder les coefficients pour en déduire la sélectivité, régio ou stéréosélectivité. Donc si je place ça sur mon diagramme,
En fait, on pourrait le voir avec les valeurs, mais en général, c'est bien d'illustrer avec un petit diagramme. La HO la plus haute en énergie, je vois que c'est celle du composé 2. Et la BV la plus basse en énergie, je vois que c'est celle du composé 1. Donc je l'ai immédiatement l'interaction prépondérante, mais en général, on attend quand même de vous que vous veniez les placer sur le diagramme. Donc ça veut dire que je vais avoir la HO, par exemple, ici pour le composé 2 et la BV ici. Et de l'autre côté, la BV est plus basse, donc elle se trouve là, et la HO est plus basse. Okay, on peut éventuellement reporter les énergies, mais là, voilà, je cherche à aller relativement vite. Tiens, une erreur que je vois souvent, c'est des diagrammes avec des orbitales autooccupées qui sont vides, où les étudiants oublient de mettre les électrons. N'oubliez pas les électrons, sinon c'est plus une HO, puisque HO veut dire autooccupé. Une fois que ça c'est fait, je vois que l'interaction prépondérante, celle où les orbitales sont plus proches en énergie, c'est celle-ci. Donc ça veut dire que je ne vais retenir que celle-ci pour expliquer la sélectivité. Et ensuite, on utilise le recouvrement maximal. On se rappelle que l'approche la plus favorable est celle qui maximise le recouvrement. C'est en appliquant ce principe de recouvrement maximal que je déduis la sélectivité d'une réaction lorsque j'utilise la méthode des orbitales frontalières. Et bien voilà, une fois qu'on a dit ça, donc si on regarde ici, c'est les atomes 2 et 5 qui vont former des liaisons, donc leurs coefficients ils sont ici, 2 et 5. Et de l'autre côté, ce sont les atomes 1 et 2, donc, dont les coefficients sont donnés ici. Et en général, ce qu'on fait, c'est que pour maximiser le recouvrement, eh bien, les atomes qui portent les plus gros coefficients vont se lier l'un à l'autre. Autrement dit, comme je vois que c'est le coefficient 5 ici qui a le plus gros coefficient en valeur absolue, je vais le relier au coefficient 1 dans la BV qui a le plus gros coefficient en valeur absolue. Donc ça veut dire que C1 doit se relier avec C5 ici. Et ensuite, j'en déduis la deuxième liaison. Elle va être entre C2 de ce côté-là et C2 de l'autre côté. Par conséquent, entre les deux approches que j'ai représentées au début, eh bien, on voit que si j'ai C1, donc celui qui est à l'extrémité, qui doit se lier avec C5, à l'opposé de l'azote, ouais, c'est ça, donc c'était la première approche. Donc on voit effectivement, lui c'est le produit, le premier, issu de l'approche qui maximise le recouvrement. Peut-être que ça vous aide si je reporte la numérotation, donc je vais le faire rapidement, mais 1 et 2 sont ici. Et en face, de l'autre côté, j'ai le carbone 5 qui est là et le 2 qui est ici. Okay, donc c'est la bonne approche. L'approche qui est ici, par contre, elle ne maximise pas le recouvrement, donc ça donne le réseau isomère minoritaire. Alors, question 4. Comment peut-on expliquer la formation préférentielle du diastéréoisomère 3A? Alors, bon, là, c'est hyper intéressant comme question. On peut la pousser plus ou moins loin, mais la première chose, normalement, on a étudié les approches endo et exo, qui n'ont au passage rien à voir avec exothermique, endothermique. Et donc, normalement, on peut voir que ce composé-là est issu de l'approche endo. Et ce composé-là est issu de l'approche exo. Okay, donc ça, c'est le produit exo. Et là, on a le produit endo. Une manière peut-être de le voir, c'est de voir que dans le produit endo, le groupement aldéhyde, il est resté à l'intérieur sous le cycle, alors que là, il est à l'extérieur, exo. Bref, en toute rigueur, ce qu'on devrait faire, c'est représenter les deux approches avec toutes les orbitales et essayer de comparer les recouvrements. D'accord ? Donc, je vous mets ici le dessin qui a été fait par un collègue. Si vous êtes motivé, que vous prenez le temps de le faire, vous arrivez du coup à ces deux approches. Alors moi, je vous propose qu'on prenne le temps un petit peu d'analyser ça. Regardons l'approche de gauche. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que les liaisons qui se forment sont ici et là. Donc avec des lobes positifs qui se regardent ici, donc positif fois positif, ça fait un recouvrement positif. Et négatif fois négatif, ça fait positif. Donc tout ça pour vous dire qu'on a des intégrales de recouvrement en bleu qui sont positives. Le recouvrement secondaire, ici, qui est indiqué, je le mets en rouge, on voit également que les deux lobes dont on regarde le recouvrement sont de même signe. Donc ça veut dire que ce recouvrement secondaire,
il vient augmenter le recouvrement total, d'accord? Si on imagine qu'en bleu, le recouvrement principal c'est S1 et en rouge, le secondaire c'est S2, et bien à la fin, c'est le carré du recouvrement qui compte. Donc je vais le noter par exemple S tot en Do, bah, ce serait S1 plus S2. Mais donc du coup, quand je mets S tot en Do au carré, bah, ça fait S1 plus S2 au carré. Et en fait, c'est le carré du recouvrement qu'il faut comparer. Si je vais de l'autre côté et que je fais la même analyse, bon bah, les recouvrements principaux, c'est toujours les mêmes. Ce sont les atomes qui vont se relier. Donc là, ça nécessite que vous soyez déjà relativement à l'aise. Là, c'est pareil, j'ai le même signe. En revanche, dans l'approche exo, ce que je vois, c'est que l'interaction secondaire se fait entre un lobe négatif et un lobe positif. Ce qui fait que S2 est négatif ici. Le résultat, c'est que S tot exo, en valeur absolue, ou vous prenez le carré si vous voulez, est inférieur à S tot en Do. Bref, on l'avait détaillé en cours, ça, ensemble. Bon, là, je parle pour mes étudiants. Mais l'idée étant de dire que comme le recouvrement total en valeur absolue est plus important dans l'approche en Do, car là, le recouvrement S2 est du même signe que S1, alors que là, il est opposé, eh bien, c'est l'approche en Do qui maximise le recouvrement. Et voilà pourquoi le composé 3A est majoritaire. C'est simplement qu'il est issu de l'approche en Do, dans laquelle le recouvrement est plus important. Il est intéressant de noter ici que si ces deux composés 3 et 3b sont des diastéréoisomères, chacun d'eux est obtenu sous forme d'un mélange racémique de deux énantiomères. D'accord ? Donc ça, c'est important de le préciser parce que ça veut dire qu'on a une réaction qui est non énantiosélective. Alors, on nous demande dans la question 5, comment peut-on déterminer expérimentalement le rapport de deux diastéréoisomères des deux diastéréoisomères, pardon, parce que du coup, là, on a deux diastéréoisomères sous forme d'un mélange racémique, parce qu'il y avait des candidats, notamment, qui avaient répondu « Ah, on peut faire de la polarimétrie et tout », mais non, parce que chaque diastéréoisomère étant obtenu sous forme d'un mélange de deux énantiomères en 50-50, le pouvoir rotatoire résultant, il est égal à 0. Donc là, une des options, c'est de faire de la RMN, et effectivement, d'un diastéréoisomère à l'autre, certains protons auront un signal différent. De déplacement chimique différents. Et ce qui fait qu'on peut utiliser les courbes d'intégration pour déterminer les proportions. Voilà, donc le rapport, il suffit de faire le rapport des intégrations tout simplement, et on peut même ensuite, en disant que la somme des pourcentages vaut 1, remonter au pourcentage de chacun des diastéréoisomères. Ah là là, le NS, il nous demande l'excès diastéréoisomérique de cette réaction, mais ça, c'est pas au programme et ils l'ont pas défini, c'est pas très bien. Bon, je vous explique rapidement ce que c'est. L'excès diastéréoisomérique, donc ici on a deux diastéréoisomères 3A et 3B, et du coup, alors il y a plusieurs manières de le définir, je vais le noter ED, en gros ça va être le pourcentage du majoritaire, donc ici le pourcentage de 3A, moins le pourcentage du diastéréoisomère minoritaire. Donc c'est la différence des pourcentages. Si on veut l'écrire mathématiquement, on peut dire que c'est la quantité de 3A sur le total, 3A plus 3B, moins la quantité du diastéréoisomère 3B sur N3A plus N3B. Et vous voyez, du coup, ça veut dire que cet excès diastéréoisomérique, diastéréoisomérique, là, je peux mettre tout le monde au même dénominateur, mais ce que me donne l'énoncé, je vais peut-être vous remettre la photo ici. Vous voyez, on a le rapport 3 sur 3B. Donc on aurait N3A sur N3B. Donc du coup, il faut que je bidouille un petit peu ma formule. Mais je peux dire que donc, si je divise au numérateur et au dénominateur par N3B, je vais avoir N3A sur N3B moins 1 divisé par N3A sur N3B plus 1. Et donc ce rapport N3 sur N3B, on est dans le cas de l'entrée 1 dans le tableau. Donc ça veut dire que nous, on travaille sur ces valeurs-là. Donc il vaut 50. Donc quand je fais l'application numérique, j'ai 50 moins 1 sur 50 plus 1. Ce qui fait 49 divisé par 51. Et donc je trouve 96%. Ou je peux l'écrire 0,96 comme vous voulez, ou 96%
Autrement dit, comme c'est la différence des pourcentages, on pourrait aussi dire que ça veut dire qu'on a 98% du 3A et 2% du 3B. Et justement, c'est là que le problème va devenir encore plus intéressant, c'est que là, on n'avait pas de catalyseur. Et le 2, justement, je vous disais, c'est une vidéo, on part un peu de l'organocatalyseur symétrique. Ça y est, on va mettre le catalyseur 4, donc, qui est un organocatalyseur, c'est-à-dire une petite molécule organique chirale. Et là, vous voyez, on va avoir du rapport 100 pour 0. Et donc, non seulement on va favoriser le 3A encore plus, mais de plus, je crois que je suis en train d'anticiper, mais c'est pas grave, on va avoir du S à gogo. Ça veut dire qu'en plus, on va devenir énantiosélectif. Donc voilà, et donc c'est trop classe. Et voilà, donc on nous dit que l'oxazolidine 4, qui est représenté ici, à 0,1 équivalent comme organocatalyseur, permet d'obtenir 3A avec l'excès énantiomérique de plus de 99%. L'énantiomère, donc le carbone C1 du descripteur S, est formé préférentiellement. Un intermédiaire chiral est formé avant que la réaction de cyclisation ait lieu. Ça, c'est important parce que on va y revenir plus loin. La synthèse de l'oxazolidine 4 est présentée sur la figure 3. Proposer un mécanisme pour cette réaction en catalyse acide, la stéréochimie ne sera pas justifiée. Ça, j'ai envie de dire que c'est une question en fait qui est plutôt simple parce que si vous regardez bien, qu'est-ce qu'on a? On a ici un aldéhyde, phényl-CHO, on a le benzaldéhyde. Là, on a un aminoalcool, un groupement amine, un groupement alcool, et on forme quand même quelque chose qui nous fait méchamment penser à un acétal. C'est une sorte d'aminoacétal, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 2 oxygènes, comme si j'avais 2 alcools, j'ai un azote. Donc en fait, si vous connaissez le mécanisme de l'acétalisation, j'ai envie de dire, c'est le même. Surtout qu'on vous dit qu'on est en catalyse acide, donc en fait, c'est exactement le même. Donc ça, c'était un peu la question cadeau, on va dire, pour un concours de niveau ENS. Là, je pense que cette question devait être faite assez facilement. Et nous voilà partis. Donc, l'acétalisation commence par une activation électrophile de l'aldéhyde par un ion H+. Donc ça, c'est une réaction acido-basique. Alors, on nous a bien dit dans le début du sujet, quand il y a de la mésomérie, c'est bien de le représenter, ça va être valorisé et tout. Donc, je vais représenter les formes mésomères pour l'électrophile activé. Donc il y a une forme avec la charge plus sur le carbone et une avec la charge plus sur l'oxygène. Et puis de là, on va faire intervenir le nucléophile. Donc là, je vais reprendre le benzaldéhyde activé. Le nucléophile, je ne sais plus ce que j'ai dit. Et là, je vais prendre ce composé-là. Donc là, je vais dire, je peux le spécifier dans l'énoncé que je vais simplifier un peu la représentation du nucléophile. Donc je peux faire une petite phrase pour dire, pour simplifier, l'aminoalcool sera présenté de la manière suivante. Et on est parti, on va avoir... Alors, la logique voudrait quand même que l'azote étant plus nucléophile que l'oxygène, c'est d'abord l'atome d'azote qui va venir s'additionner, puisque je vous rappelle que l'atome d'azote est plus polarisable que l'oxygène. Or, la polarisabilité d'un atome est un facteur qui va dans le sens d'une plus grande nucléophilie. Donc j'ai d'abord une addition nucléophile. D'ici, on va faire ça comme ça, poum, poum. Là j'ai OH, H, phényl. Je reporte les différents atomes. Et je suis sur quelque chose comme ça. Donc je ne perds pas de vue que l'atome électrophile sur lequel va se fixer ensuite l'oxygène, c'est celui-là. Donc là, il va falloir que je forme un bon groupe partant. Donc ça, je peux le faire par exemple en indiquant une prototropie. Donc une prototropie, en gros, c'est la combinaison de 2 étapes acido-basiques, celle qui consisterait à libérer un proton ici et celle qui consisterait à protoner celui-là. Donc je ne suis pas obligé d'écrire des flèches parce que concrètement, ça devrait se faire non pas en une, mais en 2 étapes, et on obtiendrait ce composé. Ensuite, alors là, quelque chose que je vois souvent, parce qu'effectivement, il y a le bon groupe partant, donc là, il n'y a pas d'ambiguïté. Le bon groupe partant va partir. Mais ensuite, il y en a souvent qui me font ce genre de choses, d'accord? C'est-à-dire qu'ils vont montrer, en fait, comme s'ils faisaient une SN2. Et là, moi, j'ai envie de vous dire, c'est pas terrible, parce qu'en réalité, si je fais la SN1, on voit que j'ai un carbocation qui est substitué et stabilisé par l'effet mésomère du doublet, de l'azote adjacent. Donc finalement, c'est plus cohérent de proposer un mécanisme de type SN1 avec d'abord le départ du groupe partant et dans un second temps, donc je vais continuer ici,
Donc élimination, donc là je vais mettre moins la molécule d'eau. Hop. J'oublie pas de doublet si possible. Ça c'était parti. Donc là du coup j'ai une lacune électronique. Et je peux évidemment dessiner une autre forme mésomère avec la charge positive sur l'azote. Qui serait comme ceci. Ensuite, on va avoir une étape d'addition nucléophile intramoléculaire qui va permettre de former le cycle. Donc, ce qui me donnerait ce composé-là. Et puis, pour finir, régénération du catalyseur dans la dernière étape. On va le faire ici. Donc, on n'oublie pas le H+. Et voilà pour le mécanisme. La question 8, c'est une petite question cadeau. Ça aussi, donner les descripteurs stéréochimiques des différents centres stéréogènes présents dans 4. Combien de stéréoisomères possède 4? Donc on va commencer par détecter ces centres stéréogènes. Eh bien, ce qui est évident, alors celui que je nomme numérote 1 ici en est 1 et celui que je numérote 2 ici en est 1. En revanche, là non, puisque j'ai deux substitutions identiques, deux groupements phényl. Donc après, faut faire une arborescence. Donc si je prends par exemple pour C1, C1 il va être lié à NH. Il va être lié, je vais mettre que le premier atome, un azote d'abord, qui ensuite fera deux autres liaisons. Il est lié à un oxygène qui fera une autre liaison. Il est lié à un carbone dans le phényl, que je vais considérer comme faisant trois autres liaisons. Il est lié à un hydrogène. Donc là, la numérotation, elle est sans ambiguïté. D'accord? Ça va être 1, 2, 3 et 4. Et donc, je peux reporter ça ensuite sur le schéma. Et donc, ça me fait... je vais tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. L'hydrogène est bien derrière. Donc là, j'ai un carbone de configuration S. Donc C1, il est de configuration S. Voilà. Il faudrait développer l'arborescence pour le deuxième, mais on va le faire rapidement. Ce n'est pas l'objet principal de la vidéo. Donc si je pars de celui-là, le numéro 1, c'est l'azote. Ensuite, j'ai un carbone lié à 3 carbones ou un carbone lié à oxygène et 2 carbones. Donc ça sera d'abord celui-là. Donc je vais tourner dans ce sens-là. Le H est vers l'arrière. Donc là aussi, on a un carbone S. Évidemment, n'hésitez pas à mettre pause pour aller à votre rythme. Donc j'ai deux carbones asymétriques de configuration S. Et donc comme j'ai deux carbones asymétriques dont la configuration a priori pourrait varier tout en maintenant la structure du même isomère de position, eh bien, je vais avoir 2 exposants nombre de carbones asymétriques, donc 2 exposants 2 égale 4 stéréoisomères de configuration possibles pour 4. Voilà, c'est une grosse question classique de stéréochimie. Rien de spécialement excitant, mais bon, j'ai envie de vous dire, ce serait dommage de ne pas prendre les points sur ce genre de questions. Ah, question 9, on va voir de quoi est capable notre organocatalyseur. Donc ça c'est bien parce qu'en plus en fait c'est une question mine de rien. Passer du carbonylé à aluminium, ça tombe en fait ce genre de questions. Alors c'est pas un mécanisme du programme de prépa, mais finalement si on a compris comment on raisonnait sur une acétalisation, on doit savoir le faire. Donc je trouve ça génial de reprendre cette petite question. Donc là, on veut expliquer comment l'organocatalyseur 4 intervient dans la formation de 3A. Et n'oubliez pas que tout à l'heure, on nous a donné une information, on nous dit un intermédiaire chiral est formé avant que la réaction de cyclisation ait lieu. Donc en fait, voilà, on vous donne tout un tas d'indices. Donc là, c'est vraiment, il faut se poser et bien les lire. Et donc on comprend qu'effectivement, on va partir de l'aldéhyde et qui va réagir avec l'organocatalyseur. Donc dans l'organocatalyseur, ce qui nous intéresse, c'est le groupement amine secondaire. Donc moi, le 4, je vais le simplifier par ça.
Voilà, en disant bien que bon, bah, dans R1, R2, il y a un cycle, que c'est chiral, etc. Mais là, si on me demande le mécanisme, je n'ai besoin que de ça. On nous dit que c'est en milieu acide, et puis bon, vous verrez que le H+ va faire partie de l'équation. Et on voit à ce moment-là que je vais avoir un iminium, comme le suggère l'énoncé. Hop. Plus, si j'équilibre bien l'équation de réaction, normalement, j'arrive à voir qu'on va éjecter une molécule d'eau. Si je ne le vois pas ici, c'est pas grave. Le but, c'est d'écrire le mécanisme. Hein, donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Et normalement, à ce moment-là, ça va devenir un petit peu plus évident. Donc, on y va. Du coup, il faut que je raisonne avec ce que je connais déjà. Hein. Je suis en milieu acide. H+, c'est un électrophile. Il vient activer l'électrophile. D'accord. L'idée, c'est toujours d'essayer de réutiliser vraiment ce que nous, on connaît. Donc là, je vais avoir une première réaction acido-basique qui permet d'activer l'électrophile. Donc là, je pourrais écrire des formes mésomères. La question, il n'y avait pas d'astérisque, hein, donc c'était pas forcément attendu. Bref, ensuite, je vais faire rentrer en jeu l'amine. Hop. Qui va faire une addition nucléophile sur le carbone de l'aldéhyde activé. Vous voyez, on retombe sur des choses qu'on a fait juste avant. Hein. Ça doit être plutôt rassurant normalement. J'arrive ici. Ensuite, regardez, c'est encore la même situation. Je vais avoir besoin pour arriver à l'aluminium que ce OH soit un groupe partant. On sait que H- est un mauvais groupe partant, à plus forte raison en milieu acide. Donc là, il paraît logique de proposer, encore une fois, une prototropie. Ce qui va me donner cette molécule. Donc là, on a un bon groupe partant. Donc effectivement, on va pouvoir arriver à l'ammonium en proposant son départ. Et on peut directement ramener le doublet de l'azote ici. Et on a les bons produits. L'ion iminium. Et une molécule d'eau. Et si vous regardez bien, on nous disait à un moment, un intermédiaire chiral est formé avant que la réaction de cyclisation ait lieu. Et bien c'est lui. D'accord? C'est celui-là. Puisque, je vous rappelle, j'ai pas R1 et R2, là je ne les développe pas, mais c'est la partie de l'organocatalyseur. Donc ça, c'est chiral. Et ensuite, il va se produire la fameuse réaction de Diels-Alder, une fois que ça s'est fait. Donc, puis, la réaction de Diels-Alder. Donc, je vais représenter le diénophile, c'est l'iminium. On dit aussi immonium, hein, donc voilà, c'est pour ça que des fois ma langue peut fourcher. Et en face, le diène conjugué, toujours avec son groupement CBZ ici. Et donc c'est le même mécanisme. Et là, l'idée, ce qu'il faut comprendre pour le principe de qu'est-ce que ça apporte l'organocatalyse asymétrique, eh bien, c'est le fait que, déjà, on a dit qu'il y a une approche endo qui est favorisée. Ensuite, là-dedans, il y a quelque chose de chiral qui fait que, en fait, quand vous avez l'approche endo, il y a une approche qui peut se faire avec le diénophile qui arrive en dessous du diène conjugué ou au-dessus du diène conjugué. Le fait d'avoir une partie chirale ici va favoriser une seule des deux approches. C'est pour ça que parmi les deux produits endo, j'en aurai plus qu'un. Vous voyez, on va assez loin là-dedans, mais c'est ça qui est intéressant. Et du coup, là, je me retrouve avec l'ammonium. Donc, je forme le cycle A6. Alors moi, je ne précise pas la stéréochimie, hein, là, ce n'était pas demandé. L'idée, c'était vraiment de comprendre tout l'enchaînement. Pouf, pouf. Donc là, j'ai l'ammonium ici. Alors voilà, une fois que c'est fait, je ne rentre pas dans le détail, mais pour arriver à récupérer l'aldéhyde, en fait, c'est qu'il y a une hydrolyse de l'iminium. Donc là, je ne sais pas si l'énoncé donnait assez d'indications, mais en fait, cette réaction, vous voyez en haut, elle est comme l'acétalisation, elle est renversable, c'est-à-dire que je peux le faire dans le sens de la formation d'un iminium, mais également dans l'autre sens pour l'hydrolyse. Bref, voilà pour le gros de l'affaire. Donc vous voyez, en fait, c'est une assez jolie méthode, je trouve, parce que on passe par l'iminium. Au passage, évidemment, dans le sujet, ils ne peuvent pas tout vous dire, mais ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez les orbitales frontalières, moi j'aurais bien ajouté ça.
en fait, l'iminium a une BV qui est abaissée par rapport à l'aldéhyde de départ. Et c'est ça qui fait que non seulement on va orienter la sélectivité de la réaction, on va la rendre énantiosélective, mais en plus, on va la rendre plus rapide parce que la BV est abaissée. Voilà, c'est trop classe. Alors pour la question 10, j'ai déjà un petit peu répondu, mais on va l'expliciter encore plus. Expliquer pourquoi la réaction est énantiosélective. Donc je vais représenter les deux énantiomères de l'iminium que l'on peut obtenir. Les voici. Voilà, donc on a bien les deux produits endo, ils sont bien tous les deux énantiomères, et en fait l'idée c'est d'avoir compris que lorsque ils sont, comment dire, l'un des deux est issu de l'approche du diénophile par la phase du dessus, du diène conjugué, et l'autre par la phase du dessous. Et en fait, le fait d'avoir quelque chose de chiral ici va largement favoriser l'un des deux par rapport à l'autre, ce qui fait qu'on aura un produit majoritaire et un produit minoritaire. Et donc dans la question 11, on nous demande de donner la structure de l'énantiomère obtenue lors de la formation de 3A catalysée par l'organocatalyseur 4. Et donc là, on avait une indication parce qu'on nous disait dans l'énoncé que c'était le descripteur stéréochimique S pour le carbone 1. Pour répondre à la question 11, je vais déterminer les configurations pour chacun des deux. Donc si je le fais là, je vais trouver qu'il est S et ici qu'il est R. Je vous laisserai le refaire. Si jamais ça vous aide, n'oubliez pas de représenter l'hydrogène manquant. Alors, petite précision, ça veut dire que le majoritaire serait celui-là. D'ailleurs, on le comprend, puisque là, les substituants encombrants se barrent vers vous, donc vers l'extérieur de toute la structure, alors que dans ce cas-là, vous voyez, il peut y avoir une gêne stérique entre TBU et phényl et le reste de la molécule. Mais n'oublions pas que le produit final, c'est quand même après restitution de l'aldéhyde. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la réaction est renversable, c'est ce qui fait que c'est un catalyseur et que il est régénéré, hein. Mais donc le produit, si je veux vraiment répondre à la question et que je dois bien le représenter, n'importe quoi, c'est BZ, on va le désoler, hop, dans ce sens-là, pouf, et j'arrête d'aller trop vite, j'ai l'aldéhyde qui est ici. Voilà, je peux remettre le H, et donc ça c'est l'énantiomère majoritaire avec une configuration S ici. Alors les questions 12 et 13, je vais être totalement franc avec vous. Je préfère me concentrer sur la partie synthèse, donc je ne vais pas les faire. Je vais vous mettre simplement en copie d'écran le corrigé. Voilà, ça permet également que la vidéo soit moins longue. Déjà qu'elle est longue, donc je sais que vous êtes courageux si vous êtes sur cette vidéo. Mais du coup, là, je vous vous mettez pause et je vous laisse étudier tout ça tranquillement. Donc nous, comme ça, on peut passer directement à la question 14. Alors, là, ça devient un petit peu technique. Donc question 14, on nous demande de donner la structure du composé 7. Et donc là, il va falloir décortiquer un petit peu l'énoncé. Donc on y va. Donc nous, c'est cette étape-là qui nous intéresse. Déjà, j'ai envie de commencer par lire le schéma. Qu'est-ce que je vois? Un aldéhyde, un alcène, un ester. Le diène conjugué que je commence à reconnaître. Donc je me dis que j'ai l'aldéhyde avec l'alcène, donc je reconnais mon diénophile. Le composé 4 qui est l'organocatalyseur. Donc là, ok, je vois bien la réaction de Diels-Alder qui va se faire entre le diénophile ici et ça. Et on voit ensuite qu'il y a une réduction avec NaBH4. Donc là, d'après ce que je connais du programme, je me dis que l'aldéhyde devrait donner un alcool primaire. Mais attention, nos connaissances sont fort utiles, mais pas toujours suffisantes. Donc si on regarde, qu'est-ce qu'on apprend d'intéressant? Quantité catalytique de 4, donc tout ça, pas de surprise. Le produit de la réaction est directement traité avec un équivalent de NaBH4. Donc là, je m'attends avec NaBH4 à réduire l'aldéhyde en alcool pour donner le produit 7 de formule moléculaire. Tac. Alors ça, il ne faut surtout pas laisser passer un indice aussi important. Dès que vous voyez une formule brute, les enfants, vous allez me faire un petit calcul du nombre d'insaturations. C'est indispensable. Donc je rappelle qu'en général, le nombre d'insaturations, on peut le calculer en disant que c'est 2 fois le nombre d'atomes tétravalents, plus 2, moins le nombre de monovalents, plus le nombre de trivalents, tout ça divisé par 2. Okay, vous ne vous pointez pas au concours sans savoir calculer le nombre d'insaturations, c'est du suicide. Donc le nombre d'insaturations du composé 7, j'ai 18 carbone, donc ça me fait 2 fois 18, plus 2, moins, donc là j'ai 19 hydrogènes, donc moins 19, plus un azote.
Les oxygènes divalents n'interviennent pas et je divise tout ça par 2. Donc là, vous faites le calcul, vous avez 36, 38, 39, moins 19, ça nous fait 20, divisé par 2, ça nous fait 10 insaturations. Ça, c'est hyper important pour contrôler la structure du produit que vous attendez. On retourne à la chasse aux informations, on a un rendement. L'ajout de D2O lors de l'analyse par RMN montre que le composé 7 ne possède pas de protons échangeables. Tiens. Ça, c'est une information très intéressante. Le composé 7 ne possède pas de protons échangeables. Un proton échangeable, c'est un proton qui a une certaine acidité. Donc en gros, tout composé protique a un proton échangeable. Les acides carboxyliques, les alcools, les amines, etc. Donc ça veut dire que lorsque je pensais former un alcool ici, eh bien non. Et là, j'ai envie de dire, en fonction des chapitres que vous avez vus, vous pourrez ou pas faire cette question. Puisqu'en fait, ça veut dire que l'alcool qui est ici, puisqu'on voit un ester, on peut s'attendre, en analysant la formule brute, à une transestérification. Si vous prenez le temps de bien le voir, mais donc l'info importante est là. D'accord, très bien. Et puis ensuite, pour le composé 7, voilà, c'est tout ce qu'on nous dit. Je voulais aussi préciser que pour le composé 7, le composé 9 est un indice, puisqu'on reconnaît l'alcool primaire ici, qui serait venu réagir avec l'ester. Bon, il y a le diballage entre-temps, mais normalement, si vous avez un bon niveau sur le cours de redox, vous devez reconnaître un petit peu ces éléments. Donc pour le composé 7, eh bien, on va avoir... Hop. Donc effectivement, je pars d'une représentation qui s'accorde bien avec celle issue du composé 9. Poum, poum. Et donc, je vais avoir un ester cyclique. Pour la question 14. Donc ça, c'est une question qui est quand même assez difficile. Et après, de l'ester cyclique, on pourra passer ici à l'hémiacétal cyclique. Donc ce que vous devez avoir compris, c'est première étape, réaction de Diels-Alder. Deuxième étape, réduction de l'aldéhyde en alcool. Et en fait, ce qui était difficile, mais c'est pour ça qu'on est sur un sujet de NS, hein, c'est un sujet qui n'est pas simple, c'est qu'il y a une transestérification intramoléculaire. Okay, donc dans la question d'après, là, la 15, on vous demande la séquence. Alors je ne vais pas écrire toutes les molécules, etc. Mais en gros, on a d'abord la réaction de Diels-Alder, ensuite la réduction d'aldéhyde en alcool primaire. Et enfin, on a une transestérification intramoléculaire. Alors désolé, je reviens en arrière sur la question 14 parce que je pense que vous avez besoin de cette précision. Parce que vous pouvez vous dire, oulala, comment on arrive à représenter 7 à partir de ça? En fait, là, pour représenter 7, je me suis appuyé sur 9. Mais si j'avais pas eu 9 et que je m'appuyais vraiment sur ce qu'on a fait avant, eh ben, je vous donne quand même la représentation que j'aurais donnée, mais qui en fait revient exactement au même. C'est-à-dire que si je fais comme dans la première partie du sujet, j'aurais eu un truc plutôt comme ça, vous voyez, pouf, avec ici l'aldéhyde et ici l'ester. Voilà. Et donc ça, c'est la même chose. Ok, vous pouvez la retourner, et en fait, c'est exactement la même chose. Enfin non, c'est la même chose, pardon, sans tenir compte de ce qui se passe après, mais je veux dire à l'issue de la Diels-Alder, oula, désolé, voilà, à l'issue de la Diels-Alder, je vais représenter ça, ensuite l'alcool primaire, et ensuite la transestérification intramoléculaire. Voilà, désolé de ne pas avoir fait le truc complètement dans l'ordre, j'espère que c'est assez clair pour vous. Ensuite, pourquoi les auteurs ont préféré utiliser NaBH4 plutôt que le tétrahydroioduro-aluminate de lithium? En fait, quand on regarde la synthèse, eh bien, on voit que l'objectif, c'est uniquement de réduire l'aldéhyde en alcool primaire comme on l'a fait. Or, LiLH4, c'est un réducteur qui est non chimiosélectif. Donc lui, il risquerait... Enfin, il réduit également l'ester, ce qui va compromettre la suite de la synthèse. Donner la structure du composé 8 est justifiée, bah effectivement, donc là c'est la même séquence, on va voir où est la différence en fait. À l'issue de la réaction de Diels-Alder, bah, ce qui change c'est que la configuration du diénophile de départ. Donc je m'attends à ne changer que la configuration d'arrivée, donc a priori le produit attendu ça va être
quelque chose comme ceci, avec l'aldéhyde ici en bas. On suppose qu'il est toujours en endo, donc là c'est un peu une hypothèse, je le reconnais, et l'ester comme ça. Et ensuite, une fois que j'ai la réaction avec NaBH4, hop, je vais me permettre de gagner un peu de temps, je vais faire ça. Je forme l'alcool primaire. Mais le truc, c'est que là, je n'ai pas la même proximité entre l'alcool et l'ester. Parce qu'on pourrait imaginer la transestérification. Mais si vous regardez bien l'énoncé, vous voyez que le composé 8, il a un carbone de plus. Et que si on analyse la formule brute, on prévoit que le composé 8, ça va bien être celui-là. Parce que si je fais la transestérification, le CH3 ici, il va partir. Donc voilà le composé 8. Alors, on nous demande ensuite le mécanisme de 8 en 7. Si vous regardez bien, en fait, pour passer de 8 à 7, il faudrait pouvoir remettre le groupement ester et le groupement alcool du même côté, en position 6, de sorte à ce que la transestérification puisse se faire. Donc ça, comme le DBU, on voit que c'est une base, eh bien on peut proposer, tiens je vous le mets, le mécanisme suivant. Voilà, donc vous voyez, la base va venir capter un proton, ici en alpha du carbonyle. Donc ça, là avec mes étudiants, au moment où il y a cette vidéo, on ne l'a pas encore fait. Mais bon, on peut quand même imaginer que du coup, on perd le carbone asymétrique. Et si cet énolate revient se protoner, il peut revenir dans le composé initial, 8, ou alors évoluer vers ce composé où l'alcool et l'ester se retrouvent du même côté. Et ensuite, transestérification. Voilà, je ne rentre pas dans le détail parce que c'est vraiment une question... Bon, moi, au niveau où on en est, il n'y a que les 5,5 qui peuvent la faire. Voilà. Ok les chimistes, on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu de faire cet exercice. C'est un exercice, encore une fois, de niveau avancé. Donc évidemment, ça nécessite d'être déjà solide sur les bases. Je l'ai dit un petit peu au début, mais c'est important. Voilà, écoutez, si vous avez envie de réagir, si ces vidéos vous aident, vous n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce, à vous abonner à la chaîne, tout ça. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos chimiques. Continuez de bien bosser, de préparer vos examens concours comme il se doit. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Salut.